futur, Blade Runner, etc., ça nous le rend un peu distant. Et en le ramenant à des choix qui sont quand même beaucoup plus quotidiens, comme celui d'un homme et d'une femme qui vont avoir un enfant, ça en fait quelque chose de vraiment, vraiment tout à fait crucial. Je voulais juste quand même vous poser une question, parce que j'ai aussi l'impression que c'est une source de débat éternelle, celle de savoir si la science et le progrès amènent effectivement que du progrès. Et comment est-ce que finalement on s'arrête de se dire une prothèse de la hanche ou une prothèse du bras qui permet un certain nombre de choses, on ne peut pas dire qu'elle soit mauvaise et on ne voit pas le risque. Alors comment est-ce que d'une certaine manière on fixe la limite? J'ai envie de dire le bon sens suffirait, mais probablement c'est un petit peu optimiste. Oui, moi j'ai malheureusement pas de réponse à ça, et c'est justement aussi parce que j'ai pas de réponse que je m'interroge beaucoup. Quand j'étais en Angleterre avec Kevin Warwick, on donnait des fois des conférences ensemble, et c'était extrêmement frappant parce que lui, il a un discours qui est un discours fait de certitude. Pour lui, on va forcément vers un avenir meilleur grâce à la technologie. Moi, je pouvais que, et toujours, je peux que opposer des interrogations. Et c'est ça qui fait la grande force des discours de ceux qu'on appelle les technoprophètes, finalement. Et c'est aussi pour ça que je veux juste nuancer, quand vous dites que vous ne partagez pas ma peur. Moi, je mets aussi volontairement en avant des scénarios catastrophes, parce que je pense justement que ceux que j'appelle les technoprophètes, ils ont des discours qui sont des discours... Enfin, Kevin Warwick, c'est « The future is bright », ça va être génial, une fois qu'on aura tous fusionné avec la technologie, tout le monde il est beau, tout le monde il est heureux. Et là, je vous ai montré le rapport américain, je vous ai montré que les citations sur l'humain, mais c'est cette même idée qui est derrière. C'est que quand on va augmenter les performances de tous les humains, on va avoir des humains plus performants individuellement, plus heureux, qui du coup travailleront mieux, qui profiteront à la pérennité de l'économie. Enfin, il y a tout un discours qui est cohérent là autour, et qu'on lise le rapport américain, qu'on écoute Kevin Warwick ou les gens comme lui, on a toujours affaire à un discours qui est formaté et qui dit à quel point on va vers le mieux. Et moi, je veux dire, mon avis sincère, c'est que j'en sais rien. Je ne sais pas. Finalement, le futur peut être bien, mais il peut aussi y avoir ces scénarios catastrophes. Et du coup, je pense que c'est ma tâche que de rééquilibrer les choses en mettant en avant aussi ces scénarios-là, parce que si on veut avoir une idée, comme on disait tout à l'heure, si on veut avoir une idée un peu équilibrée, il faut qu'on ait en tête les deux pôles auxquels ça peut conduire. Et la science-fiction, moi j'aime beaucoup la science-fiction, parce que je trouve qu'elle... le problème justement, c'est que quand on dit science-fiction, les gens pensent « Ah bon, oui, mais ça ne nous concerne pas ». Or, il y a un lien tellement, enfin il y a une relation tellement linéaire entre nos pratiques actuelles et la science-fiction, que moi je pense qu'il faut effectivement expliciter ce lien en montrant en quoi nos pratiques actuelles, elles préfigurent déjà des choses à l'œuvre. Mais vous vouliez ajouter encore quelque chose? C'était il y a longtemps, mais... Oui, mais c'est... il parlait justement des choix, de laisser le choix aux parents, parce que finalement c'était un choix... Je crois pas qu'il ait utilisé le terme, mais un choix libre, disons. Individuel, en tout cas. Voilà, individuel, exactement. Et puis, c'est que je voulais rajouter que l'individuel, ou le choix, disons, libre, il est influencé par la société. Et puis, si la société nous reflète un handicap pas utile et puis moins bien que des performances, finalement, on sera dans un certain sens poussé à prendre une décision, par exemple, dans un cas de diagnostic prénatal, d'un avortement thérapeutique. Donc, c'est la liberté de choix, elle est toute relative. Si je peux rajouter un petit commentaire, c'est toujours le conflit entre le holisme, c'est cette perspective justement que tous les choix individuels sont dictés par ce qui influence l'extérieur, et puis l'individualisme méthodologique qui dit que oui, effectivement, il y a toutes les sortes de facteurs qui nous influencent. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin, comme disait monsieur, il n'y a pas besoin de se voir dans le futur, déjà juste dans les décisions qu'on prend maintenant. Je pense que maintenant vous avez une coupe assez moderne, vous avez certainement été influencé par l'extérieur. Pas du tout, c'est venu de moi. Mais je pense que oui, on a quand même une part de choix individuel. Et puis bien sûr, on est influencé par l'extérieur, c'est évident. On l'est tous, on le remarque. Mais normalement, c'est le fruit
d'un ordre spontané qui vient en ce que les gens choisissent, et puis on va quand même vers quelque chose de bien, si on laisse faire, et puis qu'il n'y a pas justement ce non-droit qui existe, parce que je pense que ce qui peut arriver aussi, c'est que tout à coup, il y a 51, je sais pas, par des choix démocratiques, 51% de la population décide justement d'interdire à toute la population ou bien obliger la pratique de l'eugénisme, ce qui s'est déjà vu. Et là, on est dans l'utilisation de la force. Ouais. Merci pour la Moi, je vais rajouter, je suis étonnée parce que finalement, elle est où la limite entre. D'accord, il n'y a pas d'obligation formelle, mais où est la différence finalement entre une pression assez forte de la société et puis finalement une obligation? C'est toi qui la fixes. S'il n'y a personne pour te forcer à prendre une décision, effectivement, mais c'est toi qui vas te la fixer. Il y a encore une ou deux personnes ici, dans ce monde, qui n'ont pas de Natel. Mais ça partit du principe que les personnes sont tout à fait rationnelles et puis vont prendre en compte toutes les variables. Finalement, rationnelles, irrationnelles, c'est en fonction de leurs besoins, de leurs envies profondes, de leur envie de se rebeller contre le reste, contre... Ou en fonction de l'avis de leur médecin. C'est pas forcément... C'est presque un peu utopiste, idéaliste de dire les gens, de toute façon, ils vont faire le bon choix. Je suis plutôt contente qu'il y ait encore des gens. Là, je prends le choix de choquer tout le monde en disant quelque chose, donc je ne suis pas en train d'être influencé par les... Non, mais après, ça dépend, parce que là, c'est du boudon appliqué. Ah oui, moi, je suis boudonien total. Moi, je suis pas du tout boudonnienne. Moi, si je devais choisir mon camp dans les grands, moi, je prendrais plutôt Durkheim, si je devais en choisir un, mais parce que je pense qu'effectivement, l'individualisme, parce que l'individualisme méthodologique, c'est quand même, là vous dites pas forcément rationnel, mais c'est quand même la théorie des choix rationnels, et la théorie des choix rationnels, elle s'appuie quand même sur, enfin c'est un peu les grandes caricatures, hein, mais c'est Homo economicus, et Homo economicus, quelque part, il est derrière tout ce que je viens de décrire là. Oui, mais l'homo economicus, bon, on rentre dans des discussions politiques qui peuvent se terminer très tard. Après, on va. Mais encore quelqu'un qui voulait parler. Mais il y avait quelqu'un là-bas qui avait la main depuis longtemps. Moi, je remarque que le débat il est en train de glisser sur une interprétation un peu psychologique de ces comportements. Et puis, je voulais savoir si vous, en tant qu'anthropologue, vous aviez connaissance de gens, de pédagogues, de psychologues qui ont fait le même type d'études sur les mêmes cas en fait de ces glissements Dans quel domaine? S'il y a des psychologues ou des gens qui essayent d'analyser, disons, ce phénomène pas d'un point de vue anthropologue, mais d'un point de vue psychologique. Parce que finalement, on peut essayer d'analyser, et d'ailleurs, ce serait très intéressant de savoir pourquoi est-ce que monsieur... Warwick, mon cyborg. Votre cyborg, il a cette vision du monde. Vous l'expliquez d'une façon sociale, et on pourrait aussi faire une autre interprétation. C'est sûr que le regard psychologique, mais là je ne comprends pas pourquoi vous dites que vous trouvez que le débat glisse au psychologique. Parce non, c'est pas une critique, c'est juste... non, mais même si c'est un constat, je ne le comprends pas, parce que quand on parle d'individualisme méthodologique, enfin c'est... Finalement, en vous entendant débattre tous les deux, j'ai l'impression que j'entends un Boudon et que j'entends Bourdieu. J'ai l'impression que j'ai les deux visions qui s'opposent, et c'est juste, enfin, c'est plus sociologique que ça, on peut pas, quoi. C'est pour ça que... Mais je sais pas, moi, comme c'est pas du tout mon domaine, la psychologie, j'ai pas en tête. Est-ce que vous avez connaissance de psychologues qui font aussi des recherches sur ce phénomène-là? Moi, j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Ouais. Je fais des études de psychologie, c'est juste une parenthèse. Et il y a la découverte des neurones miroirs, c'est assez récent. Hein. Je parle peut-être 10 ans comme ça, mais maintenant c'est un domaine en émission. Et en fait, il y a eu une théorie qui dit que, enfin c'est un psychologue d'une école de psychologie qui dit par rapport à ces neurones miroirs qu'en réalité, les gens, ils veulent, pour être heureux, en fait, ils ont besoin de faire comme tous les autres. Parce que les neurones miroirs, je ne vais pas faire tout le développement de cette question-là, quoi. Donc on a l'impression d'avoir un libre choix, mais en réalité, ce qu'on veut réellement, c'est imiter les autres, d'où la culture, etc. Donc voilà, c'est une théorie, on peut en discuter. C'est
c'est juste une théorie qui peut apporter un peu, qui peut un peu remettre en cause le soi-disant libre choix qu'on peut avoir. Maintenant, je voulais peut-être dire autre chose. Oui, allez-y, hein, moi je suis là pour ça. C'est qu'en fait, même si moi je reconnais les bienfaits de la technologie, hein, voilà, etc. Bon, mais est-ce que, puisque vous parlez de vision du monde, est-ce que vous adressez à la vision du monde justement par rapport à cette technologie, est-ce que c'est pas un peu le résultat du mythe du progrès? Ah, c'est sûr. C'est-à-dire que dans la société occidentale, on a vu qu'il y avait le communisme, qu'il y avait le mythe du progrès, l'homme parfait, etc. Sur ces affiches de propagande, le nazisme qu'on connaît bien. Est-ce que maintenant l'aspect occidental, entre guillemets capitaliste, est-ce qu'elle ne reprend pas aussi cette même vision du progrès, du cyborg, etc. Ah oui, moi je pense que quand on a conceptualisé le progrès avec un grand P, c'était l'époque tournant de la modernité, les Lumières, où on a... Enfin, c'est un jalon, hein, chacun prend les jalons historiques qui lui conviennent aussi. Moi, j'aime bien prendre ce jalon historique-là, peut-être parce qu'il va dans le bon sens, mais où j'ai l'impression que c'est un moment où on a voulu sortir de l'obscurantisme et on a voulu se libérer du poids des croyances. Et je trouve qu'on ne s'est pas rendu compte du fait qu'en mettant la rationalité scientifique au centre, on tombait pieds joints dans un autre système de croyances, et que comme on ne se l'interprète pas comme un système de croyances, du coup on continue et qu'on a passé d'une société qui était théocentrée à une société technocentrée, et qu'on n'a plus le recul par rapport à ça parce qu'on pense que ce n'est pas une croyance. Mais moi je peux dire encore quelque chose, parce que j'aime bien le débat là entre Dieu et Boudon. Donc moi je me reconnais plus, je ne suis pas bourdieusienne non plus, mais je me reconnais quand même plus dans votre manière d'aborder les choses. C'est pour ça que moi je disais Durkheim, parce que moi ce que je trouve intéressant souvent, et le problème c'est que ça... je vais vous donner un exemple que j'aime beaucoup de mon terrain, de mes terrains, parce que chez lui, j'ai passé quelques années, mais avant j'avais fait ma thèse à l'EPFL dans différents laboratoires et je continue à papillonner un peu dans les labos. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant quand on interroge les chercheurs impliqués dans des technologies qui sont pour le thérapeutique, justement. Souvent, on a des discours individuels qui vont dans un sens, et si on prend un peu de distance, c'est pour ça que je dis Durkheim, parce que moi, ce que j'ai retenu de Durkheim, c'est l'idée qu'il y a un tout qui dépasse les comportements individuels, justement. Et ce tout qui dépasse les comportements individuels, je trouve qu'on le voit beaucoup dans les laboratoires, parce que moi, quand j'ai fait ma thèse, j'allais de laboratoire en laboratoire, c'était avant, les implants, c'était encore un peu de la science-fiction à l'époque, et j'allais de laboratoire en laboratoire en essayant de voir jusqu'où les ingénieurs, alors genre, je suis allée chez des gens qui faisaient des prothèses de hanche toutes simples, en essayant de discuter avec eux, puis de voir, imaginons que la prothèse de hanche n'est plus un problème, vous n'avez plus cet objet d'étude, à quoi vous vous attaquez, pour voir jusqu'où ils iraient. Et je me suis trouvée face à des gens qui, individuellement, faisaient tous des choix tout à fait, soit rationnels, soit en fonction de leur intérêt, ils avaient tous des raisons propres de faire les choix qu'ils faisaient, et ils se reconnaissaient en tout cas pas dans un projet général. Ce qu'il y a, c'est que moi, à force d'aller de labo en labo, j'ai pris de la distance et je les ai mis tous bout à bout, et je me suis rendu compte que si un seul individu avait le manque de chance d'avoir besoin de celui qui faisait la prothèse de la hanche, de celui qui faisait la rétine artificielle, de celui qui faisait le pacemaker, si on les mettait tous bout à bout dans le même individu, je me suis dit waouh, il y a effectivement ce à quoi on arrive, où est la limite? Alors que chaque discours individuel, très pragmatiquement, s'inscrivait dans son champ à lui. Et je trouve que là, moi, ça m'a fait penser qu'il y a vraiment deux niveaux. Il y a le niveau des choix individuels que les personnes disent faire en fonction de leur choix rationnel. Et là, et je pense que c'est en ça que c'est durkheimien, par contre, si on prend de la distance, on se rend compte qu'ils sont quand même partie prenante d'un projet qui, en tant qu'individu, les dépasse. Et ça, je pense que ça nous concerne tous. Boudon se repose à ce niveau. Alors j'en suis fort heureuse. Je vous donne un exemple, qui est un exemple que j'aime beaucoup d'un chercheur qui est à l'EPFL, qui travaille sur les interfaces, il travaille comme Kevin Warwick sur les interfaces cerveau-machine, mais il fait du non-invasif. Et il s'inscrit vraiment en opposition avec ce que fait Kevin Warwick, d'une part, pour la méthodologie, parce que lui, il est complètement contre le fait de passer la barrière de la peau, et du point de vue aussi de l'idéologie, lui, son discours, c'est
Moi, je veux aider les personnes malades et les personnes handicapées, je ne veux pas créer des super-humains. Et quand on creuse un petit peu, une fois je lui avais dit, mais me parler des projets qu'il avait en cours, mais il me parle de différents projets, dont certains effectivement portent sur le handicap. Et ensuite il me dit, ah, et puis un projet porte sur, c'est en rapport avec l'aéronautique, les astronautes et tout ça. Et alors moi je dis, mais ah bon, ils envoient des astronautes handicapés dans l'espace maintenant? Et il me dit, ah pas du tout, en fait, c'est que les astronautes quand ils sont sur Terre, ils sont normaux, mais une fois qu'ils sont dans les conditions de l'espace, ils sont soumis à d'autres conditions et ils deviennent handicapés là. Et moi j'ai trouvé fou, quoi, parce que quand il en parle, il est contre l'idée d'augmenter l'humain standard. Il fait quoi d'autre sur ce projet-là? Simplement que lui, il ne se le formule pas comme tel. C'est dans ses choix individuels, il ne travaille pas à l'augmentation des performances humaines. Ce qui n'empêche pas qu'il travaille quand même sur des projets qui vont dans ce sens, et que donc pour moi, il fait partie du grand projet général de notre société d'augmentation de l'humain. Vous ne pensez pas que la limite est très floue entre ces deux domaines? Ah, mais elle est complètement floue. C'est pour ça que je trouve que Pistorius et Amy Mullins montrent, c'est qu'on a beau essayer de mettre des limites, on ne peut pas. Il y a un glissement continuel de toute façon qui fait que c'est impossible de mettre une limite. Ce qui est considéré comme augmentation aujourd'hui, je continue à penser que demain ou après-demain, ça sera considéré comme du thérapeutique parce qu'on aura déplacé la barre un petit peu plus haut. Qu'on se dira, tiens, si on peut faire mieux, on a envie de le faire. Et donc, on se met à considérer comme un handicap des choses qui jusque-là n'étaient pas. Vous voulez l'apéro ou vous voulez continuer à parler? Alors, oui. C'est l'apéro juste annoncé pour les prochains événements. Bon, comme ça a été dit et redit, le jeudi prochain, il y a Bienvenue à Gataka, à 19h30 jeudi. Non, ce jeudi. non, 7 du 11. C'est la semaine prochaine. La semaine prochaine. Et puis la prochaine conférence, ce sera le droit au travail des personnes handicapées, un droit entravé. On accueillera le professeur de l'Université de Fribourg, Adriano Previtali, qui est président central aussi de Coin Infirmis, et qui va nous parler de ça. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Alors merci, et puis si vous voulez prendre part à l'apéro, Et continuer à discuter. Discuter de sociologie, psychologie.